Gigantomachia, High Score Girl, la dame de la chambre close, la fin du monde avec mon Shiba Inu et les enfants de la mer tome 2, c'est le sommaire de ce manga vorace générique. Et je vous propose d'attaquer tout de suite ce manga vorace avec la découverte, ou peut-être redécouverte, de la dame de la chambre close par Mochizuki Minetaro, aussi l'auteur de Dragon Head en 1995, aussi l'auteur de Mayway en 2004 et de Shisakobe 2012, 2013, je sais plus trop quoi, ça doit être par là. C'est un one-shot, donc c'est une réédition de chez Glénat au prix de 10,95 puisque c'est un manga qui est sorti, en tout cas au Japon, en 1993. Donc il est sorti avant tous ceux que je viens de citer. Ça a toute son importance puisque du coup, ce sont les premiers travaux de l'auteur, si j'ose dire. Peut-être, on peut supposer à partir de là qu'il y aura peut-être quelques erreurs dans la mise en page, dans la façon de narrer, tout ça. On verra ça dans quelques instants. Chose amusante, c'est le premier titre de l'auteur et c'est de l'horreur. Et en fait, un manga de 1993, j'ai pas pu, moi, m'empêcher de faire ce parallélisme avec le monde du cinéma où de nombreux réalisateurs dans les années 80-90, comme Peter Jackson par exemple, ont commencé à réaliser des films avec de l'horreur. Et Peter Jackson a fait Brain Dead, mais je crois que c'est pas son premier film, ça doit être Bad Test, mais c'est aussi quelque chose d'assez horrifique. Est-ce que c'est une coïncidence? J'ai pas trouvé de réponse, en tout cas voilà, moi j'ai pas pu m'empêcher de voir le lien. Alors de quoi ça va nous parler, la dame de la chambre close? Ça va commencer par une nuit d'orage où notre jeune héros Hiroshi, notre personnage principal en tout cas, parce qu'il n'a pas vraiment l'air d'un héros, on est plutôt sur de l'anti-héros parce qu'il est tout à fait banal même. En tout cas, il est réveillé en pleine nuit, 2-3 heures du mat, comme ça, non seulement par l'orage, mais également par une femme qui est en train de sonner, voire de tambouriner sans discontinuer à la porte de son voisin, qui manifestement n'est pas là, ou n'a pas envie de répondre puisqu'il n'ouvre pas la porte. Hiroshi, lui, de son côté, bien éduqué, bien élevé, peut-être un peu inquiet de savoir ce qui se passe, ouvre la porte et demande si tout va bien à la fameuse mystérieuse dame. Celle-ci a besoin d'aide, il lui propose de prêter son téléphone, de passer un coup de fil. Mais je vous l'ai dit, nous sommes en 1993, il n'y a pas de mobile. La dame rentre donc dans l'appartement pour passer un coup de téléphone accroché au mur, un téléphone filaire. Ça a toute son importance puisque elle pénètre dans l'appartement et à partir de là, tout au long du récit, va définitivement lui empoisonner la vie. Elle est complètement pétée, hystérique, mystérieuse, fantomatique. Elle dégage beaucoup d'aspects négatifs et évidemment c'est là tout le sel du titre. Alors au niveau des points positifs, j'ai plutôt apprécié le rythme et plutôt apprécié le dessin, notamment parce que ça permet de redécouvrir cet auteur à ses débuts. On constate évidemment qu'il y a un savoir-faire, qui a un style unique. Le titre est assez atypique dans son style, en tout cas pour l'époque. À la lecture, moi je sais à quoi m'attendre, donc il se dégage quelque chose d'assez nostalgique et d'assez agréable. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à découvrir ou redécouvrir le style de l'auteur. De plus, c'est le genre horrifique suspense. J'aime bien, c'est un one-shot, vous le savez. Là aussi, j'aime bien découvrir les auteurs et voir leurs premiers travaux à travers les one-shots ou les recueils qu'ils ont pu faire. Je trouve ça toujours intéressant, même s'il y a quelques erreurs, quelques faiblesses, quelques tentatives parfois ratées. J'ai pas pu m'empêcher non plus de voir une certaine référence au cinéma, de par le personnage féminin avec The Ring évidemment. Voilà, on est vraiment dans la mythologie japonaise, là très clairement, difficile de ne pas y penser, de voir un clin d'œil, et donc évidemment d'être plus ou moins rassuré par des codes qu'on maîtrise et qu'on connaît déjà, donc ça marchait plutôt pas mal. En revanche, côté point faible, au niveau du titre, clairement ça manque d'intensité, voilà, on est pris au début par quelque chose d'assez sympathique, et puis on a envie que ça monte, alors ça monte un peu, et puis non en fait, ça s'arrête là, ça va pas plus haut que ce qu'on espère, ça va pas plus haut que ce qu'on imagine, que ce que ça laisse présager, un petit peu comme un soufflé là qui sort du four et puis qui retombe en fait avant d'arriver dans l'assiette. Ouais, c'est un peu ça. Donc petite déception à ce niveau-là, bon c'est pas très grave, la lecture se fait quand même et elle est plutôt agréable. Ensuite au niveau de la mise en scène, c'est vrai que ça reste assez vieillot puisque du coup c'est quand même un titre qui a 30 ans en vérité. Donc oui, on voit un peu les faiblesses, le manque de modernisme, le manque de dynamisme, de modernisme par rapport à aujourd'hui puisque automatiquement c'était moderne quand c'est sorti. Surtout c'est un one shot, donc qu'est-ce qu'on attend? On attend un final, on attend des réponses et les réponses tardent à arriver, voire même elles n'arrivent pas. On reste là comme ça avec notre dame, qui elle est, que veut-elle, qui que quoi dont où, et je vous en dis pas trop, mais on avait envie d'en savoir plus. Alors sûrement que l'auteur a décidé de préserver un peu le mystère, c'est un peu dommage. Je reste un petit peu sur ma faim. Si vous aimez l'auteur, si vous aimez le genre et que vous avez déjà des collections de mangas d'horreur, alors oui, celui-là, vous pouvez y aller, il va compléter votre collection facilement. Si vous avez envie de découvrir ce genre-là, plutôt l'horreur, alors je pense qu'il y a quand même de meilleures portes d'entrée pour définitivement être convaincu que c'est un genre qui vous plaît. Voilà, ça reste une bonne lecture quand même, et j'ai envie de dire suivant. Avant d'enchaîner avec le titre La fin du monde avec mon Shiba Inu, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr, et il est dans la description, utiliser le code Rakuten pour bénéficier de 10 € supplémentaires sur votre prochain achat.
d'achat, donc tout est dans la description. Vous pouvez également, pour soutenir la chaîne, abonner, liker, partager, diffuser, voire même devenir membre. D'ailleurs, vendredi prochain, le tirage au sort pour gagner un manga parmi les membres adhérents aura lieu. J'ai envie de dire bonne chance à vous. La fin du monde avec mon Shiba Inu, c'est un manga de Yu Ishihara. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, exercice très difficile. Pour moi, c'est un seinen, catégorie seinen, tranche de vie post-apocalyptique. Nous sommes aux éditions Meian pour un titre qui est sorti en 2018. 4 tomes en cours actuellement, 9,95. C'est du full color, c'est la particularité de ce titre que je vous montre quand même, c'est du full color, voilà. Voilà. Deuxième particularité, c'est un gag manga qui va se présenter comme ça en colonne, principalement, généralement, de 4 cases. Et donc tout au long du titre, vous allez découvrir comme ça des gags, des running gags, des situations de 4 cases. Je crois que chez le même éditeur, je ne l'ai pas lu, je ne le possède pas, mais Pop Team Epic se présente de la même façon, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, si je dis une bêtise, ce sera enlevé au montage. Alors de quoi ça va nous parler la fin du monde avec mon Shiba Inu? Et bien tout simplement en fait le lecteur va se balader comme ça d'histoire courte en histoire courte en pleine fin du monde où l'humain semble avoir complètement déserté la ville, l'environnement, bref, il n'y en a plus de mémoire, je crois qu'on n'en rencontre aucun, sauf notre héroïne avec son Shiba Inu, qui vont finalement se laisser aller là où le vent semble vouloir les emporter, tout simplement. Et donc l'auteur en profite à travers ses personnages pour nous présenter une vision un petit peu décalée, parfois humoristique, parfois philosophique et surtout souvent cynique du monde qui l'entoure et finalement de notre monde à nous. Il faut évidemment voir le petit clin d'œil, voir le parallélisme, voir la métaphore, c'est assez évident, à travers des gags, à travers des situations de tous les jours, à travers des situations de survie, toujours un peu légères et toujours avec une interaction directe. J'entends par là que notre héroïne et le chien Ira communiquent entre eux directement. C'est-à-dire que vous allez lire en fait la narration de l'une et de l'autre comme s'ils communiquaient directement entre eux, comme s'ils se comprenaient. Alors là, clairement, référence au cinéma aussi, ça m'a fait penser à Tom Hanks dans Seul au monde avec son ami Wilson. Bon, même si Wilson ne parlait pas, mais là, c'est cette impression que s'il n'y a pas de lien social, en fait, définitivement, c'est la fin du monde. Et tant qu'on a ce genre d'interaction, alors il y a peut-être un peu d'espoir. En tout cas, c'est clairement le message que moi j'ai vu. Alors, c'est pas le seul comme message, bien sûr, mais clairement, il m'a explosé au visage, celui-là. Donc, point fort, écoutez, c'est du full color, c'est de l'humour décalé, running gag qui revient très souvent, c'est la relation la relation directe qu'il y a entre les deux personnages, qui est plutôt amusante là aussi, c'est la variété des gags dans un monde post-apocalyptique, et puis c'est également toute la réflexion que l'auteur peut porter sur différents sujets de la société de temps à autre, pas toujours, et vous allez alterner comme ça directement entre parfois de la réflexion, tantôt de la tranche de vie, tantôt de l'humour, tantôt il faut se nourrir, tantôt il faut juste rigoler, tantôt il faut juste se reposer, bref, c'est la fin du monde avec mon Shiba Inu. C'est plutôt chill, décalé, amusant. Les points négatifs, moi j'en ai pas trouvé. En fait, pas vraiment. C'est plutôt bien dessiné. Il y a la couleur, c'est assez amusant, c'est plutôt bien fait. C'est bien fait, on peut même l'affirmer. Maintenant que très clairement, soit vous aimez pas, mais c'est bien fait. Vous pouvez découvrir. Suivant. Troisième titre de ce manga vorace et on va enchaîner assez rapidement sur Les Enfants de la Mer, tome 2. Pourquoi assez rapidement? Parce que je vous ai déjà présenté le tome 1 il y a quelques temps, mais j'avais envie, tellement j'avais aimé découvrir le premier volume, de vous représenter, de vous reparler un petit peu du contenu du volume 2, tout simplement, de ce manga de Daisuke Igarashi, qui revient également chez Noé avec Design. Et ici, nous avons, vous le savez, la cover un peu transparente, bleue, translucide, comme ça, qui donne une sensation de profondeur. Voilà, c'est plutôt sympa, toujours un petit peu de page couleur également, c'est du format, gros format, grand format, seinen. Comment vous dire? J'avais adoré le tome 1, j'avais vraiment adoré le tome 1, parce qu'il y avait un style, il y avait presque une mythologie autour des personnages, autour de l'univers, de l'environnement, du thème abordé de la mer. Il y avait de la profondeur dans les dessins, il y avait du mystère, il y avait du fantastique, il y avait de l'humain, il y avait beaucoup de choses, des choses que l'on retrouve évidemment dans le tome 2, mais bizarrement, soit de façon plus lente, soit un peu moins bien. J'ai pas trop compris pourquoi. J'ai été un petit peu déçu, j'ai trouvé ça un peu plus lent. La narration plus molle, il se passe pas grand chose. La mer, on la découvre un petit peu moins, c'est moins impressionnant, c'est moins fantastique. Il y a quelque chose de presque banal, les scènes c'est moins prenant, il y a moins de belles pages. J'ai trouvé ce tome un peu décevant en vérité, parce que même les relations entre les personnages, je les comprenais pas bien, je les saisissais pas bien, les thèmes abordés, là, j'y étais plus trop. Alors, est-ce qu'il y a eu trop d'écart entre la lecture du tome 1 et la lecture du tome 2 pour vraiment bien avoir tous les fils, parce que c'est un auteur qui reste particulier, il faut aller, faut
tisser les liens narratifs soi-même, hein. C'est pas clé en main et puis vas-y, emballer, c'est pesé, t'inquiète, on va s'occuper de toi, t'as rien à faire. Non, non, c'est une lecture, faut réfléchir, c'est un auteur qui vous amène à la réflexion, qui vous amène à la compréhension de son titre, qui vous amène tout simplement à cogiter un petit peu sur ce que vous êtes en train de lire. Ok, mais quand même, j'ai trouvé un petit peu moins bon, moi, ce tome. Petite déception. Bon, n'empêche que certaines planches restent magnifiques, même si j'ai trouvé que certains personnages par moments et tout, comme si c'était fait un peu plus à la va-vite, ça reste quand même magnifique, on a des plans vraiment exceptionnels. N'empêche que c'est très prenant quand même, et que bien sûr, on a envie que le tome 3 sorte pour découvrir un petit peu ce qui se passe, surtout pour répondre en fait à certains mystères, les enfants, tout ça. Bon, ouais, c'est un titre que je recommande, mais j'avais trouvé le 1 tellement bon que celui-ci est un petit peu en dessous, donc je suis resté un petit peu sur ma faim. J'ai envie de dire, affaire à suivre. Et on continue sans attendre avec High Score Girl. C'est une série en 10 tomes chez Mana Books par Rensuke Oshikili, qui date de 2010, qui est seinen, plutôt comédie, plutôt tranche de vie, axé quand même sur de la nostalgie, principalement autour de la culture vidéoludique des années 90. Autant vous dire d'emblée que je me suis régalé avec ça. Nous sommes en 1991 et notre jeune héros, Haruo, est un élève mais qui ne pense pas du tout à l'école, il pense principalement à aller occuper les salles d'arcade, à jouer principalement à Street Fighter 2. Il estime être le meilleur, bon a priori il l'est, jusqu'au jour où patatras, il se confronte à la dure réalité de la défaite, une défaite cinglante, une défaite humiliante, d'autant plus que son adversaire n'est autre que Akira, une camarade de classe la plus jolie et la plus brillante de l'école. Catastrophe. De là va naître une relation duel entre les deux personnages qui vont cesser de se suivre l'un et l'autre, de passer du temps ensemble, de jouer, de s'affronter, de s'aimer sans s'aimer, du je t'aime moins non plus, à travers plusieurs situations de tranches de vie, de jeux, d'école, de tous les jours, pour un final, j'ai fait la lecture que du tome 1, pour un final retentissant, pour un final qui m'a bloqué, pour un final qui m'a dit mince, mais où est la suite en fait? Et ben, il va falloir que j'en fasse l'acquisition parce que c'est un titre qui m'a beaucoup plu. Le trait de Rensuke Oshikiri, vous savez, il a fait Le Personnage, il a fait Bip Bip Boy, il a fait Sayuri, des mangas que j'ai aimés, en tout cas pour Le Personnage et Sayuri, des mangas que j'ai beaucoup aimés, un univers graphique qui est à la fois fascinant et à la fois redoutable parce que on a l'impression qu'il est dangereux. Il a des yeux, il a un faciès au niveau des personnages, c'est aiguisé comme ça, et on a vraiment l'impression d'avoir affaire très souvent à des personnages, quand ils sont en colère en tout cas, vraiment dangereux. Il y a quelque chose qui se dégage chez cet auteur qui est insaisissable, mais par contre qui vous saisit vous, ça il n'y a pas de problème. Ouais, ça j'aime beaucoup, et c'est particulièrement vrai dans Le Personnage. Ce titre-là, je peux vous dire, il m'avait bien marqué au niveau du style. Alors au niveau des points forts, ça parle de jeux vidéo, ça parle de Street Fighter, ça parle de bornes d'arcade, donc on est plongé, mais littéralement dans la nostalgie, j'ai envie de dire heureuse, dans la nostalgie légère, joyeuse, avec vraiment l'ambiance des salles d'arcade, avec cette idée de mettre des pièces, avec cette idée de découvrir, d'attendre son tour, de regarder un petit peu qui que quoi, comment on joue, d'aller découvrir d'autres lieux, un peu l'ambiance fête foraine, évidemment liée aussi à l'univers de l'école. Alors on est là, on travaille, parce qu'on sait que si on ne taffe pas trop, peut-être qu'on ne pourra pas y aller, ou peut-être qu'on n'aura pas la monnaie pour aller jouer, avec les petites blés sorties en vélo, avec, bon bref, tout ce qui fait référence en fait à ces années 90, c'est un vrai délice à lire. Pour le coup là, moi j'ai adoré. Donc effectivement, converti dès le premier chapitre. Donc du coup, l'univers rétro gaming, juste parfait. Mais en plus, ça reste un manga slice of life qui pose un petit peu toutes les problématiques de l'époque, comme je viens de vous le citer, le travail scolaire, les relations humaines entre camarades, les balades en vélo, enfin bref, toutes les petites problématiques, tout ce qui fait qu'on vivait comme adolescent à cette époque-là. Donc ça marche très très bien également, vous avez vraiment l'impression de faire un retour en arrière. Bon bref, tu te calmes. En plus, le manga se veut aussi être une comédie romantique à travers des personnages qui sont relativement attachants, parfois détestables, en tout cas entre eux qui se font pas de cadeaux, qui semblent s'apprécier quand même, je vous en dis pas plus, et ça marche bien. Ça aussi, c'est un point du manga qui est positif, qui est bien abordé et qui laisse supposer des choses pour la suite. On verra bien. Les points négatifs, j'en ai juste pas trouvé, si ce n'est que j'avais pas le tome 2. C'est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est clair, on est sur du rétro gaming, sur de l'époque, sur les années 90, faut peut-être se sentir un petit peu sensibilisé, mais en fait non, je pense que c'est pour tout le monde. Donc c'est un titre que je vais recommander.
Moi en tout cas, c'est clair, je vais continuer cette série dès que j'aurai fini les 2-3 autres en cours. Je sens que je vais me régaler. Suivant. Et allez, on conclut ce manga vorace avec Gigantomachia, bien sûr un titre de Kentaro Miura. Alors bon, j'ai tellement dévoré Berserk que j'avais envie de faire la curiosité de lire et de redécouvrir d'autres titres de l'auteur. Redécouvrir oui, parce que c'est un style quand même qu'il maîtrise et qu'on retrouve que ce soit dans Berserk ou dans ce titre-là. Voilà, les codes sont là, c'est clair qu'à la lecture on n'est pas perdu. Donc c'est un one-shot, nous sommes chez Glénat pour un titre qui est sorti en 2013, manifestement une espèce de pause dans la vie de l'auteur avant de continuer Berserk. Voilà, ça se sent, on sent qu'il avait peut-être envie de traiter justement ce sujet. Alors de quoi ça nous parle? Eh ben en fait nous voilà plongés en pleine mythologie grecque puisque le Gigantomachia, alors Gigantomachia, toujours un petit peu de mal avec la prononciation de certains titres et au moment où je suis là face à vous, je me rends compte que j'ai oublié d'aller vérifier. Bon, vous pourrez me corriger en commentaire là encore si je fais quelques fautes. Bon, ça va nous narrer en tout cas la lutte, la guerre, la grosse guerre entre les dieux, Zeus et les géants. Sauf que dans ce titre-là, nous allons être directement propulsés dans le futur grâce à une héroïne un petit peu mystérieuse, on ne sait pas trop qui c'est, et Délos, donc notre héros, un héros bien balèze, un humain, puisque je vous rappelle que seul un humain peut vaincre les géants dans cette mythologie, humain et lutteur, qui va se retrouver à devoir affronter l'armée, la horde insectidoïde, je ne sais pas trop quoi, du géant. Alors là aussi pour la prononciation, Alcyon ou Alcyon. Le décor est planté, vous allez retrouver avec un géant qui va affronter un autre personnage, façon un peu Godzilla, façon évidemment SNK. Là c'est clair que le clin d'œil est difficile de ne pas y penser et vous allez avoir une mise en scène, des espèces de plans incroyables avec un dessin maîtrisé de bout en bout. Ça, il n'y a rien à dire, c'est absolument parfait, absolument génial à découvrir. La grande force de Miura, c'est qu'on a l'impression que rien ne l'arrête. S'il a envie de dessiner quelque chose, il le dessine. Voilà, c'est tout le temps, et avec du détail, et il n'y a pas de fausses notes, et il n'y a pas d'erreur. C'est maîtrisé. Et quand on le voit, quand on voit les planches, on se dit, mais c'est facile en fait, c'est simple. Mais non, c'est du génie, c'est incroyable, c'est grandiose. Vous pouvez chercher, il y en a partout. C'est juste parfait en fait. Voilà, c'est juste parfait au niveau des dessins. Là, on est dans le mieux du mieux du mieux, du mieux. Je pense que vous serez d'accord. Alors en revanche, au niveau du scénario, c'est un petit peu bancal. Je pense que cet auteur n'est pas fait pour faire des one-shots. Je pense qu'il a envie de délayer son histoire, qu'il a envie d'y apporter un scénario, qu'il a envie d'apporter des rebondissements, mais pas des rebondissements qui arrivent comme ça pour relancer les choses. Non, non, des rebondissements qui concrètement étaient pensés, des rebondissements qui étaient réfléchis, des choses qui, on vous avait fait croire qu'on partait dans une direction et puis patatras, c'est pas du tout ça et c'est cohérent, on sent que c'est maîtrisé. Là, avec le one-shot, on a l'impression qu'il est obligé de tout compresser, tout condenser, d'aller plus vite et que ça lui plaît un petit peu moins. Donc on sent qu'il y a des ellipses narratives, on sent qu'il va à l'essentiel, on sent que même si c'est plus ou moins bien maîtrisé, il manque quelque chose. Et moi, c'est pas que ça m'a déplu, mais je suis resté sur ma faim. Et le final m'a aussi laissé sur ma faim, parce qu'il y a pas mal d'éléments de réponse dont on n'est pas au courant. Alors est-ce qu'il faut aller regarder dans la mythologie, est-ce qu'il faut faire un peu de lecture pour essayer de tout comprendre? Sûrement, c'est un peu dommage. Mais sûrement, ou alors il y aurait peut-être eu besoin, pourquoi pas de la part de l'éditeur, de quelques éléments explicatifs, pourquoi pas. Mais on reste un peu sur notre faim et c'est un peu dommage parce que l'ensemble était plutôt sympathique à lire. On passe un bon moment de lecture. Alors c'est clair que si vous aimez Berserk et que vous avez envie un petit peu d'aller plus loin avec l'œuvre de l'auteur, il faut la voir. Allez, voilà, c'est la fin de ce manga vorace. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour l'achat manga du mois d'avril déjà. Et oui, en attendant, lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis...